Bienvenue dans le tout premier épisode de Ça envoie, des voix qui inspirent, des idées qui résonnent. Le podcast éducatif qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les limites de l'apprentissage, de la transmission et de l'épanouissement. À travers des voix plurielles, nous explorons des innovations pédagogiques, des parcours atypiques et des pistes d'action inspirantes. Ah oui, j'allais oublier. Moi, c'est Mélanie, une formatrice passionnée, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juline Anquetin-Rault. Nous allons nous plonger dans l'univers de la classe autonome. Elle est finaliste du Global Teacher Prize et elle est reconnue comme l'une des 10 meilleures professeurs au monde. Bonjour Juline, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la classe autonome. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours. On t'écoute. Eh bien, je suis Juline Anquetin-Rault, j'ai 40 ans, j'ai enseigné pendant 15 ans l'histoire, géographie, l'enseignement moral et civique en collège, en lycée, en CFA. Et en 2021, effectivement, j'ai vécu une aventure assez folle puisque j'ai été sélectionnée parmi 8000 candidatures dans le monde entier pour recevoir le prestigieux Global Teacher Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel pour le monde de l'éducation. Et ça venait récompenser tout un travail dans lequel il y avait la fameuse pédagogie de la classe autonome. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai monté un institut pédagogique qui vient travailler avec les enseignants pour leur transmettre cette pédagogie et leur transmettre aussi plein d'outils pour travailler la posture, les relations avec les élèves. Je continue à enseigner puisque j'ai toujours mes élèves en soutien scolaire. Ça fait maintenant presque 20 ans que je fais du soutien scolaire, donc ça c'est mon plaisir sur le terrain au quotidien. Et on travaille aussi avec les parents, on propose des ateliers pour les parents d'adolescents. Comment ça marche la classe autonome et en quoi ça consiste ? Alors en fait, une classe autonome, c'est une séance de cours qu'on a divisée en 3. On a 25% du temps où on a gardé ce qu'on connaît tous, c'est ce qui est traditionnel, qui est l'enseignement descendant. Donc c'est la leçon qui va être avec un cours dialogué, qui va être avec un professeur qui est devant sa classe et qui explique des choses. La deuxième partie, c'est 15% du temps. C'est une vérification, c'est-à-dire on le fait sous forme de quiz, on peut le faire sous plein de formes différentes selon les ressources qu'on a, du numérique, sous forme papier, avec une bonne vieille ardoise, ça marche très bien aussi. Et le troisième temps qui a donné le nom à la méthode, c'est 50% du temps. Les élèves, ils sont en autonomie. Ils sont avec des ateliers, donc ils ont un plan de travail avec la liste de tous les ateliers à faire. Et ils les font dans l'ordre qu'ils veulent, avec qui ils veulent, tout seul ou avec des camarades, et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et tout le matériel est autocorrectif. Donc ensuite, les élèves peuvent se corriger, donc ils sont vraiment autonomes. Et à la fin, ils viennent faire valider par l'enseignant. Moi, je mets des petits tampons sur le plan de travail pour dire c'est bon, ça c'est validé, tu sais faire. Et les 10% qui restent, puisque vous avez bien calculé, 25, 15, 50, il manque 10. 10%, c'est tout le temps informel, c'est faire l'appel, c'est rentrer dans la classe, c'est ranger les affaires, voilà, c'est tout ça. Donc, tu as repensé le temps, un redécoupage du temps. Et en ce qui concerne l'espace, dans ta classe, est-ce qu'il y a une organisation spatiale particulière dans la classe autonome ? Dans la classe, parles d'atelier. Ouais, dans la classe, déjà, on bouge. Ouais. Et ça, je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai appris dans une conférence pédagogique il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, de faire bouger les gens, c'est bien mieux pour le cerveau. La dernière étude... Est-ce que tu connais le Brain Gym ? Non, je connais pas du tout. Il faudrait vraiment que tu regardes. Je me suis permis de te couper. C'est bouger tout en apprenant. Ça permet en fait de solliciter certaines zones du cerveau pour préparer. C'est comme un entraînement en fait. Oui. Pour préparer aux apprentissages. Ça se fait avec les écoles primaires. Malheureusement, on pense pas que les adolescents, voilà. Mais j'ai déjà testé ça en formation. Et pour entrer dans la lecture, c'est pas mal du tout. Tu as vu des résultats. C'est pas mal du tout. Et effectivement, moi, j'avais cette intuition-là qu'en bougeant, c'était plus intéressant. Et les neurosciences et les études viennent montrer que oui. Donc déjà, ils bougent. Et ensuite, au terme d'espace, oui, on fait des îlots en classe autonome. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand on peut le faire, en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi, ils sont par îlot de 4 ou de 6. Mais sur un îlot, on peut avoir un élève qui travaille tout le temps tout seul. Moi, j'ai des élèves qui préfèrent travailler seuls parce qu'ils sont meilleurs dans leur apprentissage en travaillant seuls. Moi, j'étais de ces élèves-là. Et j'ai des élèves qui travailleront toujours avec leurs copains parce que c'est comme ça qu'ils travaillent, c'est comme ça qu'ils sont à l'aise et c'est comme ça qu'ils sont le plus efficaces. Et tu disais aussi tout à l'heure que tu as un CFA. Oui. Donc, c'est pour
les adolescents, pour quel type de public? Moi, j'avais des élèves qui étaient donc en alternance, donc une semaine à l'école, 2 semaines en entreprise, et c'était tout ce qui était métier de bouche, donc des bouchers, des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des poissonniers, des fleuristes. J'avais des fleuristes aussi, des vendeurs. Donc des élèves qui, pour la grande majorité, avaient un passif très douloureux, très difficile avec l'école, une confiance en eux proche de zéro et qui étaient persuadés qu'ils étaient nuls et que l'école n'était pas faite pour eux. Et quand on a mis en place la classe autonome, moi j'ai vu des élèves ne pas sortir de classe quand ça sonnait la fin du cours. Ils étaient pris dans l'activité. Ils étaient pris en train d'apprendre des dates. Ils étaient en train d'apprendre des dates par cœur. Non mais je le précise parce que c'était pas en train de jouer. Voilà, ils apprenaient des dates et c'est moi qui les mettais dehors, qui leur disais les gars, là c'est l'heure, il faut que j'aille manger, sortez de la classe. Quoi. Donc ça a vraiment un effet la motivation, la confiance en soi. Tu as vu un vrai changement? Ça coche beaucoup de cases en fait de notre école aujourd'hui qui est un peu en difficulté. Ça vient remonter le niveau. On parle souvent du niveau qui baisse. Avec la classe autonome, on monte le niveau parce qu'on est très exigeant. Ça vient je voudrais y revenir donner aussi. Confiance. Ça vient donner confiance. Ça vient enlever tout ce qui est problème de discipline. C'est-à-dire qu'on crie pas, on crie peu. Moi, j'ai beaucoup de chefs d'établissement où je suis allée former les enseignants qui m'ont dit 1 an après, 1 an et demi après, mais en fait, les CPE ne voient plus les élèves. Les élèves ne sont plus exclus de cours. Et donc, ça coche ça. On respecte les programmes. On finit les programmes. Ça, c'est quand même pas une mince affaire. Et on peut l'adapter... même dans des lycées, par exemple, un lycée général avec un effectif assez important. Oui. On peut l'adapter à toutes les matières, à tous les niveaux. Moi, j'ai formé des profs de zootechnie, de philo, de maths, spécialité mathématiques au lycée, de carrelage, de menuiserie, de gestion des domaines agricoles, d'esthétique, de latin, et jusqu'à l'université. Comment tu as trouvé vraiment où tu as trouvé l'inspiration auprès de pédagogues? Oui, complètement. En fait, un dimanche après-midi, je me suis posée dans mon canapé et je me suis dit, ça faisait 10 ans que j'enseignais, et je me suis dit, c'est quand même bizarre, je comprends pas pourquoi mes élèves en soutien scolaire réussissent mieux, apprennent plus vite, je vois bien qu'ils progressent plus que mes élèves au CFA, alors que c'est pour mes élèves du CFA que je dépense le plus d'énergie. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais oui, parce que j'essayais plein de choses, j'avais des classes de 30 élèves, c'était compliqué, j'essayais plein de choses et j'étais frustrée. Et je me dis, pourquoi en soutien scolaire, là où je parle presque pas, c'est mieux? Et j'avais la première clé, je ne parle presque pas. Et là, je me suis dit, ok, je sais le faire avec 5 élèves, un groupe de 5, mais comment je vais faire à 30? Et donc, j'ai fouillé sur Internet, j'ai fouillé sur YouTube et j'ai trouvé Stanislas Dehaene, donc le grand neuroscientifique français qui m'a donné les piliers de l'apprentissage. J'ai trouvé Céline Alvarez qui travaille comme ça dès la maternelle et ça m'a inspirée vraiment. Je me suis dit comment on peut le passer sur des adolescents. J'ai découvert à ce moment-là Montessori, j'ai découvert Freinet, j'ai découvert Madame de Genlis, plein de grands pédagogues et j'ai mixé tout ça avec mon intuition du terrain que j'avais depuis 10 ans où je voyais ce qui se passait en soutien scolaire, je voyais ce qui se passait dans des classes de 30, je voyais comment les enseignants, comment mes collègues ont dépensé beaucoup d'énergie et je me suis dit comment on peut faire pour que ce soit plus efficace. Et c'était ça, et c'est toujours ça aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est trouver l'efficacité. Et en plus de ça, tu mets vraiment au cœur de ta méthode les élèves. Les élèves, mais aussi l'enseignant. J'ai l'impression qu'il a une nouvelle posture, un nouveau rôle. Il est plus, comme tu disais, dans la transmission descendant. Là, il a une position presque d'un guide. Il n'est pas passif, parce que c'est un travail. Moi, je t'ai suivi longtemps et même j'ai essayé de mettre en place certaines choses. Ça demande beaucoup de conception. Ça s'appelle la classe autonome, mais c'est très cadré. J'en perds mon latin, complètement. Mais c'est très cadré. C'est complètement ça. Le slogan, c'est « J'enseigne moins, ils apprennent plus ». Oui, ça. Et je dis toujours aux enseignants en formation, le premier truc que je leur dis, c'est « Attention, j'enseigne moins ne veut pas dire je travaille moins ». Parce qu'effectivement, il y a un gros travail de création avant. En amont, il faut créer les ateliers. Et ensuite, le professeur, il a toujours cette petite phase de descendant avec ses 25% de leçons. Mais après, quand les élèves sont en atelier, le professeur, il guide, il valide, il cadre, il va aider certains élèves. Et c'est ce que je trouve fort, en fait. Le fait que tu dises qu'il y a toujours quand même du descendant, parce qu'il y a certains élèves, parfois, quand on leur propose de nouvelles méthodes, ils sont un peu frileux ou réfractaires. Et là, le fait que tu puisses quand même maintenir un côté enseignement traditionnel, ça permet une transition qui est plus douce et les profils peut-être un peu plus brillants. Est-ce qu'ils s'y retrouvent dans cette méthode? Oui, complètement. En fait, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment mixer plein de choses pédagogiques
pour trouver là où c'était le plus efficace. Et en fait, le descendant, le magistral, comme on peut l'appeler, oui. il est efficace quand il est fait avec raison, quand il est pertinent. Et en fait, moi, je fais jamais plus de 20 minutes. Jamais plus de 20 minutes de descendant. Parce que c'est la capacité de concentration lambda d'un cerveau adulte. Oui. Donc, il y a le cadre, l'autonomie, de la bienveillance. Et de l'exigence. Et de l'exigence. Oui, on le voit vraiment, beaucoup d'exigence. Si demain, un professeur qui sort... je sais plus, moi, à l'époque, c'était l'ESP, donc je sais plus comment c'est. L'INSPE maintenant. Il veut se lancer. Comment il peut se lancer? D'abord, sur YouTube. Sur YouTube, il y a 4-5 vidéos, je crois, qui s'appellent Instant Pédagogie, où j'explique ce que c'est que la classe autonome, comment ça fonctionne, les 3 temps, les 20 catégories d'ateliers qu'on peut utiliser en classe autonome. Et ça, voilà, c'est un contenu qui est libre pour déjà se rendre compte, est-ce que c'est cette méthode-là qui vous convient? Parce que moi, je le dis toujours, la classe autonome n'a pas vocation à devenir l'unique voie. Hein. C'est pas dogmatique. C'est une piste possible. Si ça vous convient, sachez que c'est efficace, je le sais. Et puis, il y a d'autres méthodes qui sont efficaces. Donc déjà, YouTube. Ensuite, on a un groupe de partage sur Facebook qui s'appelle La Classe Autonome Groupe de Partage. On est presque à 18 000 membres à l'heure où on parle là. Et les gens partagent leur expérience, comment ils font, comment ils l'ont adapté selon les matières, les élèves. Ensuite, on a le site internet de l'Institut. Tu peux nous le rappeler? institut-enquetinro.com. Et après, on propose des formations. Alors, c'est des formations de 2 jours. Hein. C'est court, mais on repart avec plein d'outils concrets. Donc, des formations de 2 jours, soit en établissement. Donc, le professeur peut demander un devis, on le donne à l'établissement et on forme 15 profs d'un coup. Soit il peut venir à des séances qu'on appelle Hominem, qu'on propose à Paris et à Lyon plusieurs fois dans l'année, la prochaine en octobre. Et on a une nouveauté avec la rentrée, c'est qu'on sort de la formation en ligne. Ah, super. Donc, on a bossé tout l'été avec mon équipe. Et là, on sort dans quelques jours la formation en ligne pour tous les profs qui nous disent « Mais moi, j'habite à Nouvelle-Calédonie. Moi, mon établissement, là, j'ai pas le temps. Je voudrais pouvoir me former à mon rythme. » Eh bien là, ça va être possible. J'aimerais revenir sur la formation, parce que ça m'intéresse de savoir un peu plus ce que tu proposes dans le détail. Mais avant ça, je demande... Le souvenir que j'ai, moi, de l'école, c'est les manuels scolaires, les supports écrits. Toi, est-ce que tu les utilises ou est-ce que tu proposes, par exemple, une mallette pédagogique ou... Qu'est-ce que tu proposes en cours pour les enseignants et pour les élèves aussi, comme outil matériel? Moi, pour créer, je vais utiliser des manuels. Je vais regarder comment eux, ils ont abordé telle ou telle chose et je vais créer complètement tout mon matériel, mais parce que j'adore ça. Mais on peut faire autrement. Et après, concrètement, les élèves en cours, ils ont quoi? Ils ont des ateliers qui ont été créés par l'enseignant dans des pochettes qui sont posées sur une table et ils vont chercher l'atelier A ou B ou C ou D selon l'ordre dans lequel ils veulent le faire. Donc, ils ont du matériel de manipulation, mais ils peuvent avoir du numérique avec des vidéos à regarder avec des petites questions. Ils peuvent avoir de la réalité virtuelle et ils peuvent avoir un exercice d'application. J'utilise le Bled, par exemple, en français. Donc, quand je dis que je cherche ce qui est efficace, on ne veut pas innover pour innover, on va chercher l'outil qui est efficace. Et pour certains élèves, le Bled, c'est très efficace. Donc, ça, tu pioches dans l'ancien, tu renouvelles. Exactement. Tu utilises même l'intelligence artificielle? Complètement. J'apprends aux élèves à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai des ateliers en soutien scolaire où j'apprends aux élèves à l'utiliser pour réviser. Et après, pour les profs d'histoire-géographie, eux, ils ont de la chance parce que moi, c'était ma matière. Donc, on a sorti une boîte de matériel. Voilà. On a sorti la boîte avec tout le matériel de CAP, histoire-géographie, 56 ateliers, clés en main. Il n'y a même pas besoin de découper, plastifier, tout est dedans. On peut l'acheter, on peut l'acheter, on la trouve partout, on la trouve sur Internet. Classe autonome, boîte, CAP. C'est top. Et puis, par rapport à l'évaluation, donc, est-ce que tu fais des quiz, tu utilises Kahoot et pas mal aussi d'autres plateformes. Pour l'évaluation finale, comment tu fais? J'ai rien changé. Alors pour le coup, là-dessus, j'ai pas innové. Peut-être qu'un jour, même c'est sûr, un jour je vais y aller. Mais j'ai rien changé parce que ça faisait déjà beaucoup. Ça faisait déjà beaucoup de changements. Non, j'ai rien changé parce qu'en plus, moi, dans le CFA où j'étais, on nous demandait des notes, on nous demandait plein de notes. Donc à la fin, c'est tout à fait classique. On est sur une table, on a un crayon, 45 minutes ou 1h30. Bon, cool. Tu parlais, toi, de ta matière qui est l'histoire géo. Je suppose que puisqu'ils collaborent, puisqu'ils manipulent, ils développe aussi des compétences transverses. Et est-ce que c'est bénéfique aussi pour le français, les langues étrangères? La classe autonome, est-ce qu'on peut la transposer à plusieurs matières? On peut la faire dans toutes les matières.
absolument toutes les matières, même il y a pas longtemps, j'ai formé des profs en master de communication, master RH. On peut vraiment l'adapter à tout ce qu'on veut. Dès qu'on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, adulte, enfant, on peut puiser parmi les 20 catégories d'ateliers de la classe autonome. Non. Merci, c'est super intéressant. J'aimerais revenir sur tes formations. Tu proposes combien de formations? Est-ce que c'est exclusivement pour les enseignants ou pour les personnes curieuses, un parent qui voudrait aider son enfant à la maison, par exemple? C'est ouvert à qui? Alors, on a plusieurs types de formations. Effectivement, d'abord les enseignants. Donc, on propose des formations classe autonome de 2 jours. Oui. On propose aussi de revenir voir dans l'établissement 6 mois, 1 an après, pour voir comment c'est mis en place dans les classes. Ça, c'est génial. Je l'ai fait la semaine dernière en Suisse. Je l'ai fait en Suisse, c'était hyper intéressant. Et en plus, on a un feedback individuel, là où en formation, où on est 15. Là, j'ai vraiment 1 heure avec chaque prof pour lui dire, là, regarde, on peut essayer ça. Ça, c'est génial. La posture, elle est parfaite. Mais par contre, regarde cet atelier, on pourrait le faire comme ça. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, on a des formations sur la posture. On a des formations sur les compétences psychosociales. C'est des formations d'1 journée seulement. Et là, on vient donner 10 outils de compétences psychosociales qu'on peut faire avec les élèves, par exemple, en vie de classe. Des vrais outils qui permettent aux professeurs d'améliorer leur rapport à leurs élèves, de créer un lien de confiance, mais en même temps d'autorité, de bienveillance et d'exigence. C'est des petits outils tout simples. Moi, j'utilise tout le temps avec mes élèves en soutien scolaire et c'est miraculeux. Ouais. On a une formation à l'Institut, on a développé d'autres formations. Donc là, on en a une sur comment construire un escape game éducatif. Oui. C'est 1 journée également. On a des formations sur lutter contre le harcèlement. On a une formation sur l'IA. Moi, je m'occupe vraiment des formations classe autonome et compétences psychosociales. Et après, j'ai formé des formatrices. Donc aujourd'hui, on est une grosse équipe, on est une dizaine. Et dans mon équipe, il y a des formatrices qui sont spécialisées dans l'IA, qui sont spécialisées dans la lutte contre le harcèlement, qui travaillent déjà depuis longtemps en milieu scolaire et qui connaissent très bien ça. J'ai des formatrices qui sont spécialisées en management, en compétences psychosociales, en gestion de conflits. Donc, c'est toutes ces formatrices-là qui amènent leur savoir-faire, en fait. Et tu disais que c'est pratiquement dans toute la France, un peu dans le sud de la France aussi. On va partout. On va en Suisse, on va en Belgique, on va au Luxembourg. Là, j'ai une formatrice l'année dernière qui est partie sur l'île de la Réunion. On a des demandes partout où on nous demande, on va, quoi. Et c'est très intéressant, surtout maintenant qu'il y a la formation qui se lance aussi en ligne. Et la formation en ligne sur la classe autonome, on pense que ça va vraiment être très utile parce qu'on a reçu beaucoup de demandes ces 3 dernières années. Oui. Et on a vraiment réfléchi de comment on va transmettre une pédagogie qui se fonde beaucoup sur la manipulation à travers quelque chose en ligne. Après donc la classe autonome, est-ce que tu as d'autres projets? Tu as fait un livre récemment aussi. Est-ce que tu envisages autre chose? Effectivement, il y a le livre qui est sorti en 2023, La prof qui murmure à l'oreille des ados. Il y avait un projet peut-être d'un autre livre avec justement quel outil utiliser pour quel atelier. Mais c'est pas pour là tout de suite, parce que le temps me manque. Le temps me manque. Et là, tu enseignes toujours au CFA? Non, j'enseigne plus au CFA parce que j'ai monté l'Institut. Donc, je suis partie vraiment pour monter l'Institut parce qu'il fallait transmettre. Ouais. Donc là, ça y est, j'ai une équipe de 6 formatrices en classe autonome. J'en ai d'autres qui arrivent là sur les compétences psychosociales, d'autres sur le harcèlement, l'IA, etc. Donc, on commence à créer une belle équipe. Je me suis associée à une amie pour monter vraiment l'Institut. Et j'enseigne par contre en soutien. Ça, j'enseigne en soutien. Je fais des ateliers de révision, je fais des week-ends de révision. Je les emmène dans une maison de campagne pendant 4 jours pour réviser le bac et le brevet. Et les élèves, ils sont comment? Ils sont enthousiastes? Nous, à l'époque, quand on parlait de révision... Le premier jour, ils veulent pas venir. Et le dernier jour, ils pleurent parce qu'ils veulent plus partir. Ils y prennent beaucoup de plaisir. Mais bien sûr, et là, je l'ai fait pour la pré-rentrée. Les parents étaient bluffés. J'ai des parents qui m'ont dit, mais ils sont rayonnants. Qu'est-ce que tu leur as fait pendant 5 jours? Ils sont rayonnants. Et en plus, ils ont appris. Ils sont exigeants. Parce que comme on est exigeant, ils ont vraiment appris des choses, de la méthodologie, comment faire les dissertations, les commentaires, etc. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, moi, j'ai envie de développer ça parce que c'est là-dedans que je m'amuse le plus. Je prends un plaisir fou à être pendant 5 jours avec des adolescents et à les emmener sur tête, cœur, corps. C'est-à-dire la tête, oui, mais aussi le corps.
Le côté on fait plein de jeux plaisir. sur le corps, etc. Et le cœur, c'est-à-dire aller sortir des choses qui gardent à l'intérieur et qui fait qu'aujourd'hui, on le sait, la santé mentale des jeunes, c'est compliqué. Bah voilà, nous, on a des outils qui leur permettent de sortir un peu des choses et après, ils sont rayonnants. Et quand tu regardes l'école d'aujourd'hui, tu penses qu'on est prêt, que l'éducation nationale serait prête à, pas démocratiser, mais à utiliser des techniques de la classe autonome, un peu plus de ludique, un peu plus de jeux au sein du parcours d'apprentissage? Pour moi, l'éducation nationale, c'est personne. C'est une entité. C'est une entité. Moi, je vais sur le terrain. Et sur le terrain, je vois des enseignants qui ont envie de faire ça. Je vois avec Canopé qu'ils ont de plus en plus envie d'aller sur le ludique. Je vois des recteurs d'académie qui m'appellent pour qu'on aille former les enseignants. Donc, l'institution... J'en sais rien, mais sur le terrain, volontaires. Sur le terrain, on a des gens qui demandent des outils. Et quand je vais en formation, les gens nous le disent. Ah, enfin une formation qui est concrète avec des gens qui viennent du terrain, qui ont vraiment vécu avec des élèves. Et le concret aussi, c'est ce qui est très important et c'est ce qui manquait aussi. On le ressent quand on est formé, ça reste très abstrait. Et toi, tu apportes ce côté expérience de terrain. Bien sûr. Et toutes nos formatrices sont enseignantes. C'est le critère numéro 1 pour travailler à l'Institut. Est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous êtes encore avec des élèves? Oui. Donc, quand un prof va vous demander « Mais comment tu fais quand il y a un élève qui triche avec l'autocorrection ?» On est capable de répondre parce qu'on l'a vécu il y a une semaine. Et d'ailleurs, comment tu fais? Il y a plein de petites techniques, il y a plein de petites parades. C'est un dialogue avec l'élève. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que c'est important que quand ils sont en autonomie, le prof, il sort pas fumer une cigarette. Que le prof, il est là, il voit que l'élève, il est en train de regarder trop tôt le classeur de correction. Et il y a un climat de confiance aussi quand même qui est créé au sein La posture, c'est primordial. Et je l'ai vu encore la semaine dernière en observation dans les classes. J'ai vu des enseignants qui connaissaient hyper bien la méthode, qui étaient super bons dans leur matière académiquement parlant, il n'y avait rien à dire. Et en fait, ils se faisaient déborder parce que dans la posture, il y avait quelques petits grains de sable. Et après, on remet le bon truc. Mais vous, comme tu disais, tu proposes, après la formation, de passer 6 mois plus tard pour voir si tout fonctionne. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, parce que personne ne va jamais les voir. En fait, à part l'inspecteur qui arrive tous les 10 ans, personne ne va jamais voir pour donner les clés, pour dire, regarde, là, tu as fait ça, tu aurais juste changé ça. Et c'était bon. Et donc ils étaient trop contents. Je suis repartie avec plein de chocolat de Suisse. Ils m'ont offert plein de chocolat. Ça fait toujours plaisir. J'aimerais te proposer un petit jeu pour terminer notre podcast. Alors, ça s'appelle Validé, pas validé. Donc, je sais que tu aimes le jeu. Oui. Du coup, là, je te propose un petit panneau. D'un côté, tu as validé et de l'autre, pas validé. Je vais te faire écouter 3 voix, 3 enregistrements audio. Et il s'agit de témoignages, voilà. Et tu devras réagir. Si ce que tu entends, ça te parle et tu es d'accord avec, tu valides. Tu valides. Si c'est pas le cas, tu valides pas. Mais j'aimerais aussi que tu justifies ta prise de position. Et surtout que tu illustres avec ton expérience. Un exemple des petites anecdotes si tu as. Super. Alors, on va lancer le premier audio. La première voix. Tu sais que je viens du sud de la France. Oui. J'ai un petit peu l'accent marseillais. Super, c'est beau. Et tu vas entendre pas mal de voix avec l'accent plus prononcé que moi. Ne sois pas surprise. Pas de souci, c'est très beau. J'envoie la première voix. En tant que parent d'élève, franchement, je trouve qu'avant, on travaillait plus à l'école. Les exigences étaient plus élevées. On avait plus de devoirs. Les nouvelles générations sont paresseuses. Alors, une idée reçue sur les exigences en baisse. En plus, tu parlais d'exigences. Est-ce que tu veux réécouter? Je vais le mettre comme ça. Comme ça? Alors ça m'intéresse. Moi, je fais du soutien scolaire depuis 20 ans. Donc, je les vois les devoirs à la maison parce que je les fais avec les élèves. Et en fait, on ne peut pas faire de généralité. C'est-à-dire que je vois que chez certains enseignants, oui, on a baissé réellement l'exigence. Mais chez d'autres, non. Et c'est ça que je trouve triste, c'est que c'est un peu au petit bonheur la chance sur qui votre enfant va tomber, quoi. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un prof de maths qui était d'une exigence folle et qui m'a fait aimer les mathématiques, mais vraiment à un niveau très élevé. En tant qu'élève. Aujourd'hui, j'ai gardé ces exercices de ce monsieur-là. Donc, je fais faire ces exercices-là à mes élèves aujourd'hui parce que moi, j'ai envie de transmettre cette exigence aussi. Donc, il n'y a pas de généralité. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui vont continuer à être très exigeants et d'autres pas du tout. Exemple,
moi, je forme beaucoup d'élèves en soutien scolaire sur le bac de français, philo, dissertation. Et chaque année, j'ai des élèves qui viennent. Je dis, allez, on va apprendre la disserte. Ils me disent, ah non, le prof, il dit, non, nous, faut pas, la disserte, on n'a pas le niveau. Ah ouais. Pardon ? C'est notre boulot. C'est notre boulot de te mettre au niveau, en fait. C'est notre boulot de te l'apprendre. Donc, il n'y a pas de généralité. Il y en a qui sont toujours très exigeants, d'autres qui le sont moins, mais je leur jette pas la pierre. C'est parce qu'en fait, quand on n'a pas les clés, on se dit comment je vais faire pour apprendre à faire une dissertation à des élèves de seconde ou de première. Mais en fait, il y a des clés. Et en classe autonome, on les a. Donc, on peut les donner aux enseignants. Je rebondis là sur ce que disait la voix. Ouais. Les élèves aujourd'hui sont feignants. Ça, pour le coup, pas validé. C'est faux parce qu'en fait, les élèves, quand vous êtes dans une posture d'exigence, mais que c'est pertinent, c'est-à-dire que vous dites pas d'un seul coup, on va apprendre Phèdre de Racine. Non. On va faire un process pédagogique qui va faire qu'à la fin, on va apprendre Phèdre de Racine. Et moi, c'est ça mon objectif aujourd'hui à l'Institut pédagogique. C'est remettre la pédagogie au cœur. C'est sûr que si vous balancez un élève comme ça au bout de 3 semaines en lui disant « il faut faire une disserte », il va se planter. Et qu'après, les profs vont dire « ils ne travaillent pas assez, ils sont nuls, ils ne savent plus rédiger ». C'est faux. Si on leur met les outils adéquats dans les mains, ils arriveront à le faire. Et moi, j'ai vu des élèves. Je vous parlais de mon petit Léonce. Mon petit Léonce, je l'ai eu en 4e, rédiger 3 phrases. C'était une torture pour lui. Ouais. Il est sorti au bac de français. Il m'a pris la dissertation. Il a eu 19 sur 20. Ah ouais. Mais je ne l'ai pas lâché. C'est-à-dire que de la 4e à la première, on a mis en place un process avec des outils différents pour qu'il arrive à faire la dissertation et qu'il ait même plaisir à le faire. C'est-à-dire qu'il venait en soutien. Je disais, on fait quoi aujourd'hui, Léonce ? Oh, allez, on fait une petite disserte. Mais oui, il était trop fier et quand il est sorti, il m'a dit, Juline, j'ai tout mis. Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir. Il était fier de lui de savoir faire cet exercice-là. Donc c'est aussi dans la posture de l'enseignant. Si on arrive en traînant les pieds en disant, de toute façon, cette génération sont des feignants, vous n'en ferez rien, ça c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis aussi en termes d'objectifs, des objectifs atteignables, progressifs, progresser par palier et les mettre en situation de réussite. Les mettre en situation de réussite, on va chercher les élèves toujours légèrement en dessous de leur niveau pour créer la dopamine dans le cerveau qui va faire qu'on va faire plus. C'est ça, totalement. Tous les profs qui disent, quand ils arrivent, on les casse, comme ça ils savent où ils sont. Mais non, mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Arrêtez de faire ça, c'est contre-productif. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça m'énerve, ça. Non, mais parce que j'ai la preuve. Aussi, mais oui. J'ai la preuve depuis 20 ans qu'en fait, en étant bienveillant et exigeant, on va plus haut. Et on les emmène loin, ces gamins. Aussi. Mais bien sûr. Être bienveillant, c'est pas juste se tourner les pouces et ne rien faire, c'est aussi avoir une certaine exigence derrière. Complètement. Il faut que ça aille de pair. Ouais. Bon, je te remercie pour cette petite voix-là. On va passer à la deuxième. Hop. Ce que je pense de l'apprentissage ludique, c'est surtout réservé aux écoles alternatives, non ? À mon avis, c'est une mode qui passera et le jeu doit certainement seulement marcher avec les petits. Et je crois que les élèves, dans ce cadre-là, ne travaillent pas vraiment. Pas validé. Ah bah non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais en fait, c'est même pas moi, c'est même pas juste je crois que j'ai une croyance ou j'ai une étude scientifique sur le cerveau, Université du Texas, vous pouvez vérifier. Pour faire des synapses dans le cerveau, il faut 400 répétitions d'une même tâche. Quand on passe par le jeu, il en faut 20. Stop, c'est plié en fait. Par contre, attention à ce qu'on va mettre comme jeu. Moi, je le dis toujours aux enseignants en formation. Attention au jeu. Est-ce qu'on a une efficacité à la fin ? Est-ce qu'on a l'objectif de l'examen ? Jouer pour jouer, je suis d'accord, on n'est pas bon. Moi, j'ai créé des jeux que j'ai mis dans les mains des élèves. Je les ai enlevés au bout de 3 semaines. J'ai dit, ça va pas du tout, je me suis plantée. C'est pas grave, on essaye. Et par contre, il y a des choses qui sont très efficaces. Et il y a même certains ateliers que je mets dans les mains des élèves. C'est pas du jeu. Ils en font un jeu. Ils créent leurs propres règles avec les flashcards et tout. Et en fait, c'est encore une fois arriver à mettre plaisir et exigence. Ouais. C'est toute une question de dosage et toute une question de nuance. Et c'est ça qui manque un peu aujourd'hui, je pense, dans nos sociétés où tout va vite, où tout est très rapide avec on swipe, on scroll, etc. La nuance, en fait, mettez de la nuance. On peut faire du ludique très exigeant et parfois le ludique se casse la figure. Oui, ça arrive. Mais que ce soit une mode, j'en suis pas sûre parce qu'encore une fois, moi je vois. Et réservé aux écoles alternatives, pas du tout. Moi j'ai formé des profs de maths, spé et de physique, chimie, spé qui font de la classe autonome avec des super résultats. Donc il faut bien l'utiliser avec des nuances justement, aussi des objectifs comme tu le disais tout à l'heure. Et puis ça facilite la mémorisation aussi. Hein. Ça permet vraiment de jouer en contexte. Bien sûr. C'est top. Mais moi je valide aussi. Dernière voix. Hop. Alors.
Je suis formatrice, j'ai trop souvent entendu dire que certaines personnes n'étaient pas faites pour apprendre, comme si elles étaient inaptes. Pourtant, mon expérience m'a prouvé le contraire. En fait, je crois à une éducabilité universelle. Et c'est pas de la naïveté, hein. Je le vois au quotidien. Le vrai défi, c'est de repenser les environnements pour que chacun puisse progresser. Bien sûr. Vois l'idée à 100%. Moi, j'ai travaillé avec des élèves très différents. J'ai travaillé dans des lycées privés à Paris. J'ai travaillé en CFA avec des élèves en CAP Boucher. J'ai travaillé en soutien scolaire avec des élèves qui venaient de milieux défavorisés et au contraire des élèves qui venaient en soutien scolaire de milieux très favorisés à Rouen. Et j'ai eu des élèves avec des handicaps également. Ouais. Et moi, j'ai vu des élèves me dire non, moi, je peux pas mémoriser, je peux pas apprendre ça. J'ai eu un accident de voiture, mon cerveau, il a été touché, je peux pas mémoriser. Faux, avec des mind maps, avec des palais de la mémoire, avec l'imagination, on arrive à les faire mémoriser. J'ai vu un jeune, c'est un jeune qui m'a beaucoup touché au CFA, qui était en boulangerie et il avait une dyslexie, mais vraiment très, très, très forte. Ouais. Il pouvait pas écrire son prénom, écrire vraiment le prénom, le nom de famille, c'était vraiment pas possible. Il devait apprendre des définitions par cœur du vocabulaire de la boulangerie. Donc, c'est une fiche à lire. Il ne pouvait pas faire ça. Impossible. Moi, je lui ai rentré tout sur une application qui s'appelle Quizlet. Oui. Et il y avait la synthèse vocale. Il a tout appris à l'oreille. Il a gagné le championnat. Il est champion de France du pain au lait. Passionné de boulangerie, ce gamin. Et en fait, il fallait trouver, pour cet élève-là, qu'est-ce qui va fonctionner pour lui. Et moi, quand je crée du matériel et que je montre mon matériel en formation aux enseignants, j'amène plein d'ateliers de différents niveaux et de différentes matières, je leur dis toujours, je peux vous donner le nom de chaque élève qui est derrière chaque outil. Ça vient toujours de quelqu'un où je me dis, OK, lui ou elle ne comprend pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il comprenne ? J'ai vu des élèves dyscalculiques être capables de faire des conversions juste parce que je leur découpe des chiffres et ils peuvent les toucher, les manipuler. Mais tu arrives vraiment à t'adapter à chacun des profils. Pas toujours. Parfois, j'ai des élèves où je n'ai pas la connaissance pour, donc je vais envoyer vers un orthophoniste, je vais envoyer vers des collègues à moi qui sont formés en logicomate, par exemple, des choses comme ça. Mais j'essaye le plus possible et quand j'ai pas, je trouve quelqu'un qui a la solution. Tu trouves tu les rediriges vers la personne la plus adaptée. Exactement. Ouais. Donc l'environnement, c'est plutôt ça qu'il faudrait changer. L'environnement, les outils, la posture. Oui. Et la posture, c'est tellement important, c'est-à-dire de les regarder avec bienveillance. Ces jeunes-là, de croire en eux, c'est l'effet Pygmalion, de croire en eux, d'être exigeant, mais aussi d'être cohérent. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. C'est une base en pédagogie. C'est ce qui fait qu'ils vont nous suivre, en fait. Et moi, je suis hyper exigeante. Je leur fais faire en CAP. Tu sais, parce que tu as vu mes cours. Oui, bien sûr, j'ai vu. En CAP, vraiment... je les emmène loin. Je les emmène bien plus loin que les programmes de CAP. Et moi, j'ai montré ces chapitres-là à des profs de lycée qui me disent « Mais c'est du lycée, ça ?» Je dis « Non, c'est du CAP. » Ils disent « Tu leur fais faire ça ?» Mais bien sûr, ils sont capables d'apprendre Charles X et Louis XVIII et les monarchies constitutionnelles, bien sûr. Et pour la petite histoire, moi, vraiment, j'étais démunie. J'avais une classe d'adultes en reprise d'études. J'avais vraiment tous les profils des personnes qui avaient lâché l'école depuis une dizaine d'années. Et je ne savais vraiment pas comment faire. Quand j'ai trouvé tes supports, mais vraiment, j'en ai parlé à toute l'équipe pédagogique qui était avec moi tellement. C'était il y a peut-être 5 ans maintenant. Et j'étais ravie parce que je voyais qu'ils comprenaient. On avait laissé les dates, justement, les listes de dates, c'était totalement inutile. On a appris autrement et certains ont eu de très bonnes notes en histoire. Et je voulais juste le dire. C'est toujours en ligne d'ailleurs. C'est toujours en ligne et là j'ai un projet. Faut que une fois qu'on a lancé la formation en ligne, mon projet c'est de sortir un e-book. Vraiment, avec tous les docs, les 70 documents, les vidéos pour l'oral du CAP, toute la méthode à suivre pas à pas, que les gens pourront trouver sur le site internet. Parce que les vidéos, je les ai tournées, c'était 2020-2021, donc ça commence à dater un peu. Il y a des gens qui m'envoient des messages, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Le programme vient de changer en EMC, donc il faut que je renlève les vidéos sur YouTube, que je rechange, que j'en fasse des nouvelles. Donc il y a un petit boulot à faire un peu là-dessus. Mais je sais qu'en CAP, il n'y a pas de manuel. Enfin, peu. Il y en a 3-4, mais il y en a assez peu. Les profs sont souvent perdus. Ouais. Et il y a un vrai truc à faire là-dessus. Donc, go, c'est mon projet bientôt là.
Un grand merci à toi, Juline, vraiment pour ce partage inspirant, merci à toi. riche, concret. Ce qui est très intéressant avec toi, c'est que tu te places dans la tradition des anciens pédagogues, mais tu y apportes ta touche de fraîcheur et c'est top. On voit bien que du coup, la classe autonome, c'est pas juste une méthode, mais grâce à toi, on a un nouveau regard sur l'élève, sur les enseignants, et c'est très rafraîchissant, je trouve. Merci. Tu nous as partagé tes réseaux si on veut te suivre. Tu peux juste... non, tu nous as pas partagé tes réseaux. Ton site internet seulement. Le site, oui. Ouais. Après, sur Facebook et sur Instagram, vous pouvez retrouver donc classe.autonome. Oui. Vous pouvez retrouver le site de l'Institut également, Institut Anquetin-Roux ou IPAR. Sur TikTok, ça doit être classe.autonome. Ah, sur TikTok, je savais pas que tu l'étais. Ouais, et sur TikTok, bien sûr. Mais moi, c'est mes élèves qui m'apprennent tout ça. Quand TikTok, je demande aux élèves où ils vont. Un jour, ils m'ont dit, on va plus sur Facebook, c'est pour les vieux. Oui. Ok, Facebook, sur quoi ça y allez-vous est. Sur quoi allez-vous Instagram, apprenez-moi. Et c'est eux qui m'ont appris. TikTok, c'est eux qui m'ont appris également. Et après, si vraiment ce que vous voulez, c'est du soutien, enfin, tout ce qui est lié au soutien scolaire, aux cours de CAP, aux cours vraiment pour les élèves, là, ça va être soutien scolaire Juline sur Instagram. C'est vraiment un compte qui est dédié aux élèves qui passent le bac, qui passent le CAP, etc. Les autres comptes, c'est vraiment plutôt Même pour les enseignants. Même libre, Exactement. ils peuvent te suivre sur ce site. Mais c'est pour ça que j'ai fait des vidéos il y a 4 ans, parce qu'en fait, j'en avais mis une. Et j'ai eu tellement de demandes de gens qui étaient en candidat libre, etc. Et je me suis dit, mais en fait, les gens sont paumés, il faut faire des vidéos. Ça tombait, et maintenant, il y en a 150, je crois, 170, quelque chose comme ça. Je te remercie encore une fois. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder le prochain épisode qui arrive très vite. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci, Juline.